Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vidéo aujourd'hui consacrée aux outils électroportatifs. Quels outils minimum on a besoin pour pouvoir travailler en menuiserie sans jamais être bridé ou bloqué. Donc hier on a vu les outils manuels et cette vidéo est en complément de l'autre. En utilisant les outils que je vous ai présentés hier et ceux que je vais vous présenter aujourd'hui, vous ne devriez jamais être bloqué dans aucun secteur du bois. Je reviens d'ailleurs sur la vidéo d'hier. Certaines personnes m'ont dit « Ah bah oui, tu aurais pu mettre aussi une pointe à tracer ». Non, un clou est suffisant. On m'a dit aussi « Ah, une fausse équerre ». Non, on sait la fabriquer soi-même. On m'a aussi dit un marteau. Alors évidemment, un petit marteau, c'est bien. Et on m'a aussi parlé de tournevis. Et de nouveau, je dis non parce qu'on va parler d'électroportatif maintenant. Et donc, les tournevis peuvent être vraiment avantageusement remplacés par une petite visseuse non puissante et même pour des travaux délicats. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que vous ne deviez pas acheter de pointe à tracer, que vous ne devez pas acheter de tournevis et que vous ne devez pas acheter des fausses équerres. Je dis simplement qu'on peut s'en passer et qu'on peut les fabriquer soi-même. D'ailleurs, à ce sujet, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous seriez éventuellement intéressé que je vous propose des petits projets à réaliser vous-même, que je réaliserai et donc qui finalement seraient cette continuité, on va dire, de formation, c'est-à-dire vous montrer la fabrication d'un objet, comme le gabarit par exemple pour tracer les escaliers, ou faire un compas, ou faire je ne sais quoi d'autre. Et l'objet pour lequel j'avais oublié, c'est le compas. Et donc pareil, le compas, on sait le fabriquer soi-même sans problème, avec du bois, une pointe et un crayon, mais pareil, si ça vous intéresse, dites-le. Ça serait aussi la possibilité de vous lancer, entre guillemets, quelques challenges ou des petits exercices pour vous familiariser aux petites techniques. Après, on peut aller plus loin pour les personnes qui sont mieux équipées et qui veulent aller plus loin, comme par exemple la fabrication d'un escalier 3 marches, qui permettrait justement de comprendre le principe du traçage et puis de vous entraîner chez vous pour éventuellement vous faire un petit escalier ou escabeau d'atelier, etc. Donc mettez-le dans les commentaires si ça vous intéresse, c'est quelque chose que je peux éventuellement faire plus dans la longueur. Alors pour revenir sur la vidéo d'hier justement, et même la précédente, on m'a posé beaucoup la question, c'était quoi cette fameuse colle pour coller le papier? Alors c'est de la colle de la marque Patex, mais j'imagine que ça doit exister dans d'autres marques. Et c'est une colle papier repositionnable. Donc vous collez sur votre papier, vous collez votre bois, enfin votre papier sur votre bois, vous pouvez le décoller et le replacer un petit peu où vous voulez. C'est pas poisseux du tout et il n'y a pas de problème avec les produits de finition. Franchement, c'est vraiment génial. Et vous trouverez ça dans les rayons de loisirs créatifs, etc. Dans les magasins de jouets pour enfants, par exemple, vous devriez pouvoir trouver ça. Moi, je ne sais plus où j'achète, enfin, peu importe. Ensuite, on m'a demandé la marque de mon Trusquin. Donc moi, c'est un Marples que j'ai acheté en Angleterre il y a quand même pas mal d'années, à mon avis, une petite vingtaine d'années. C'est fait en bois de rose avec du cuivre, etc. ou du laiton et voilà, excellente qualité. Pareil, ça c'est un achat qu'on ne fait qu'une fois dans sa vie si on prend soin de ses outils. Équerre à combinaison, on m'a demandé la marque pour essayer d'avoir quelque chose de qualité. Donc moi, c'est un limite, j'essaierai de zoomer. Pareil, il y a probablement d'autres marques. Et alors les scies massies japonaises, alors on m'a dit ah tiens c'est quelle marque, quel modèle, etc. Alors bon, moi je ne connais pas tout ce qui est Tamagotchi, Yogoshima ou je ne sais quoi d'autre. Moi ce qui m'importe c'est de connaître la taille de la denture de mes dents, si je sais couper en travers ou dans le sens du fil. Point barre. Donc je vais vous donner quand même la référence de ma scie japonaise. Donc c'est Magma déjà la marque. Et alors la référence c'est J-WRG240 Ryoba Gold 240. Comme ça vous le savez, 240 mm. Je l'écrirai dans la description ou à côté de moi dans la vidéo. Mais quoi qu'il arrive, je le dis et je le répète, je vais jouer mon rôle d'influenceur, comme je l'ai dit lors de la proposition de faire cette petite formation. Allez chez vos revendeurs locaux, arrêtez d'acheter via des liens affiliés, etc. Vous n'avez pas le toucher, vous n'avez pas la visibilité de la qualité, etc. Et on vous vend des choses que vous ne connaissez pas. Voire pire, il y a des gens qui font des vidéos sur des rabots mauvais,
mais vous mettre quand même le lien dans la description pour l'acheter. Donc il faut une vidéo en disant que le rabot est nul, mais par contre, achetez-le. Bon, c'est quand même un peu limite. Tout ça pour vous dire que si vous achetez toujours sur Amazon ou chez Outils des Pros ou tout ce genre de choses, tous les petits commerces environnants autour de chez vous vont disparaître et vous n'aurez jamais plus cette possibilité d'aller voir les machines, de toucher, de vous rendre compte de la qualité, d'avoir un conseil aussi adapté. Moi, quand je vais acheter une scie, je ne regarde pas une vidéo sur YouTube pour savoir quelle scie je vais acheter. Je vais chez mon revendeur local, je lui explique ce dont j'ai besoin, pour quelle utilité, et je suis conseillé, et en fonction du conseil que j'ai eu, eh ben, j'achète. Voilà. Là, il y a un vrai échange. Je ne dis pas que vous ne devez pas regarder des vidéos pour avoir des conseils, etc. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut voir où vous avez ces conseils. Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas derrière? Toutes les marques qui sont proposées ou exposées sur les vidéos, quand on vous parle d'un outil, il y a chaque fois un lien affilié ou un lien partenaire. Donc, l'objectivité de cette présentation est totalement flouée et est totalement biaisée. Donc voilà. Je reviens là-dessus parce que je l'ai toujours dit, je suis maintenant entre guillemets considéré comme un influenceur et j'ai justement envie d'avoir cette influence mais à contre-courant du reste parce que voilà, c'est un milieu ou un monde aujourd'hui qui est totalement à l'encontre de mes valeurs et donc c'était important pour moi de le rappeler de nouveau dans cette vidéo. Maintenant, on va passer donc au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire l'outil électroportatif dont on a besoin au minimum pour pouvoir tout faire en menuiserie. Alors, je vais essayer d'être dans l'ordre, même s'il n'y a pas vraiment d'ordre spécifique, parce que pour moi, il faut avoir ça, pas moins, pas plus. Alors, première chose à vous offrir, c'est une scie circulaire plongeante, d'accord, avec une profondeur de coupe de minimum 50 mm. Avec 50 mm, vous allez pouvoir couper toutes sortes de bois par retournement, etc. Vous allez pouvoir faire des coupes biaises, etc. L'idée, c'est d'avoir un rail qui vous rend une précision plus importante, peu importe la marque. Hein. Donc, moi, je suis équipé en Festool, mais de nouveau, je le répète, selon votre budget et selon votre utilité, vous allez acheter du haut de gamme ou pas. Si vous utilisez vos machines tous les jours ou toutes les semaines, je vous conseille bien évidemment d'acheter du haut de gamme pour deux raisons. La première, c'est que vous allez gagner énormément de temps en termes de précision, de mise en place, etc. Mais également en termes de fiabilité. Si vous vous retrouvez sur un chantier à 50 km ou à 100 km de chez vous et que le moteur de votre machine grille, ben voilà, vous êtes un petit peu mal, quoi. Par contre, si vous avez des machines fiables, a priori, ça ne vous arrivera jamais ou vraiment très rarement et peut-être après des années. Pour vous donner une idée, moi j'ai une scie circulaire TSC 55, même pire, hein, voilà, ma défonceuse ici, la AOF 1400 et ma ponceuse Rotex, je les ai depuis le début de mon activité. Donc ça veut dire qu'elles ont au moins 15 ans. Et elles sont toujours là et elles fonctionnent toujours. Par contre, je prends très soin de mes outils et ça c'est important, que vous preniez du bon marché ou du cher, quoi qu'il arrive, vous devez prendre soin de vos outils. C'est pas parce que c'est un outil professionnel que vous pouvez le balancer n'importe comment et qu'il va être plus résistant qu'un autre. Ça c'est une mauvaise idée également, d'accord? Donc je reviens à ce que je disais, donc scie circulaire, plongeante, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir faire du débit, vous allez pouvoir faire de la coupe de panneaux, vous allez pouvoir faire de la coupe de mélaminée et vous allez aussi pouvoir faire des coupes précises. Si vous avez un plan de travail et que vous devez reprendre au milieu du plan de travail et faire une entaille par exemple pour un évier ou pour une table de cuisson, vous savez le faire avec une plongeante que vous ne pourrez pas le faire avec une scie circulaire normale ou avec beaucoup de danger et énormément de chances de faire une bêtise, donc avec un kickback ou ce genre de choses. Donc moi je vous conseille que si vous n'avez rien en termes de circulaire, partez directement sur une scie plongeante. De nouveau, je le répète, pas spécialement haut de gamme, mais en tout cas une plongeante. Ensuite, deuxième outil indispensable, c'est la défonceuse. Alors la défonceuse, c'est l'outil, allez, je vais dire par excellence du menuisier. Si vous n'avez pas de défonceuse et que vous voulez faire de la menuiserie, à tout moment, vous allez être bridé. Vous voulez faire une moulure, vous ne savez pas le faire. Vous voulez faire une feuillure, vous ne savez pas le faire. Vous voulez faire une rainure, etc. Vous savez tout faire avec une défonceuse. Vous savez même faire des châssis, vous savez faire des portes, des escaliers. Bref, vous savez tout faire parce que vous savez l'utiliser à main levée, mais vous savez aussi l'utiliser sous table. Et aujourd'hui, il existe
un panel de fraises tellement énorme que vous n'êtes limité dans rien. La seule différence, c'est que contrairement à une toupie, des fois vous allez peut-être pouvoir faire 5 ou 6 passes pour arriver au même résultat qu'avec une toupie. En 1 ou 2 passes, vous avez fait le travail. Donc, de nouveau, comme je dis, vous n'êtes pas bridé, mais voilà, il y a des compromis à faire. L'idéal, c'est d'avoir une machine qui fait minimum 1100 watts et aller jusqu'à 1400, c'est vraiment bien. Au-delà, on rentre déjà dans des plus gros projets. Donc, si c'est vraiment votre premier achat, je vous conseille de partir sur une machine qui fait entre 1100 et 1400 watts, où vous avez déjà un énorme éventail de possibilités de travail, aussi bien sur de plus gros projets et des moins gros projets. Et ensuite, par plus petites passes, etc., vous savez même faire des encore plus gros. En dessous de 1100 watts, là vous êtes quand même limité dans certains travaux, etc. Donc vraiment, moi je vous conseille entre 1100 et 1600 watts, on va dire. Et là vous avez vraiment un beau choix. Ok ? Ensuite, on a tout simplement la scie sauteuse. La scie sauteuse, pareil, vous allez prendre une scie sauteuse de qualité. Et là, je vous le conseille vraiment. De nouveau, peu importe la marque, c'est surtout le système de guidage qui va vous aider à avoir une scie sauteuse stable, parce que les lames qui partent et qui vrillent dans ce sens-là, vous allez toujours faire du travail moyen. Donc ça, la scie sauteuse, même si c'est souvent l'outil qui fait le plus mal au cœur de mettre de l'argent dedans parce qu'on a le sentiment de l'utiliser peut-être un peu moins souvent. Le problème, c'est qu'une scie sauteuse de mauvaise qualité, sincèrement, vous donnera toujours du mauvais travail. Donc ça, moi, je vous conseille quand même d'acheter une scie sauteuse de qualité dès le départ pour éviter justement d'avoir des déboires. Alors, en termes de puissance, je ne saurais même pas vous dire moi combien est-ce que la mienne fait. Elle a aussi un paquet d'années. Mais voilà, ce qui est surtout important, c'est la taille des lames que vous pouvez mettre dedans et le système de guidage de votre lame, au moins des deux côtés, parce que des fois c'est juste une petite roulette sur l'arrière et ça, franchement, vous serez toujours déçu du résultat et de l'équerrage de votre coupe avec la scie sauteuse. Ensuite, on passe tout simplement aux visseuses. Alors moi je vous conseille de prendre un pack visseuse et foreuse visseuse avec percussion. Alors pareil, vous n'êtes pas obligé de prendre de la gamme de dingue, mais moi je vous conseille de prendre une petite qui vous permettra de faire des petits travaux, etc. Visseuse à choc, on sait régler aussi souvent, en tout cas sur certaines, la puissance, etc. Et alors une foreuse visseuse avec percussion, comme ça, ça vous évite de devoir acheter un marteau perforateur à côté qui évidemment est plus adapté à la maçonnerie ou autre. Mais si vous devez commencer à fixer des choses dans les murs et tout, c'est toujours bien d'avoir un marteau perforateur, mais là on sort, on va dire, du domaine de la menuiserie. Alors après ça, il vous faudra une bonne ponceuse. Alors les ponceuses, moi je vous conseille de prendre une excentrique diamètre 150 et une assez costaud, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre une de finition parce que justement vous allez être bloqué quand vous avez fait un collage de plateau par exemple et malheureusement vous avez des petits désaffleurs. Même si vous prenez du papier de 40, vous allez avoir du mal à récupérer les choses. Alors pourquoi est-ce que je vous conseille de prendre une excentrique? L'excentrique est beaucoup plus facile à manier au départ et vous allez pouvoir récupérer les possibilités d'erreur que vous allez les récupérer assez facilement. Par contre, une ponceuse à bande, c'est évidemment beaucoup plus efficace dans certains cas, mais c'est un peu moins évident à maîtriser au départ et donc on fait souvent des boulettes et on a des vagues. Quand je vois sur certaines vidéos des gens qui prennent leur ponceuse à bande et qui poncent en travers du fil, j'ai mes cheveux qui montent. Donc ces gens-là n'auront jamais une finition correcte. Quoi qu'il arrive, même en repassant 1000 fois avec leur ponceuse excentrique, je serais curieux d'aller sur place et de mettre mon nez sur la finition. Je peux juste vous assurer qu'il y a des vagues dans tous les sens, j'en suis certain. Donc une ponceuse excentrique qui est polyvalente, donc qui soit suffisamment costaud que pour faire du dégrossissage, mais aussi de la finition. La Rotex, franchement, c'est vraiment le compromis idéal. Pareil, sans devoir passer chez eux, c'est aussi une question de budget. Mais cette machine, j'ai poncé des parquets, des petites zones, etc. C'est d'une robustesse incroyable et en même temps, j'ai des surfaces de finition nickel. Vous avez vu l'escalier que j'ai montré ce week-end, ça a été poncé avec la Rotex, alors que j'ai aussi la plus petite ETS 125 qui, elle, j'utilise plutôt pour refaire un nez ou quelque chose à 90 degrés. Le bon compromis, c'est diamètre 150 parce que vous savez faire du dégrossissage et de la finition. Et puis après, si vous voulez vous étoffer, c'est autre chose. Mais ici, je parle vraiment du minimum.
Alors, à ça vient s'ajouter une scie à onglet. Alors la scie à onglet, c'est un investissement certainement. De nouveau, vous pouvez prendre des machines moins haut de gamme que Festool. La seule chose, c'est que vous arriverez probablement au même résultat de travail, mais vous allez devoir chaque fois revérifier ou beaucoup plus régulièrement l'équerrage de votre lame par rapport au bâti, l'équerrage ou le voilage de vos lames si elles sont bien fixées dans le système, les guides, est-ce qu'ils sont toujours bien alignés à votre bâti. C'est ces détails-là qui vont vraiment faire la grosse différence entre du haut de gamme et du moyenne ou du basse gamme. Mais pour commencer, vous pouvez très bien acheter une scie à onglet bas de gamme et justement prendre le temps de revérifier. Une fois que vous avez fait votre choix sur votre scie à onglet, ce qui est important surtout de vérifier, c'est que vous savez donc la tourner comme ceci, donc de gauche à droite, d'accord, dans ce sens-là, mais que vous pouvez aussi la pivoter au minimum dans un sens. Donc celle-ci, elle pivote à gauche et elle pivote à droite, mais par contre, certaines ne pivotent que dans un sens. Ça, c'est super important que ça pivote au moins dans un sens. Et alors, toutes les scies à onglet d'aujourd'hui vont au minimum jusqu'à 60 degrés d'un côté et 60 degrés de l'autre. Si vous n'en avez encore aucune à ce jour, je vous conseille clairement de prendre toutes ces options en considération, en bon marché ou en très cher. C'est le minimum. Angle jusqu'à 60 degrés et gauche, droite et inclinaison au minimum à gauche ou au minimum à droite. Si vous n'avez pas ça, prenez autre chose. Si vous n'avez pas le budget, économisez. Mais sinon, vous allez être déçu, vous ne saurez pas faire ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à faire tous les travaux que vous pourrez faire. Je ne vais pas expliquer toutes, évidemment, les possibilités qu'on a avec cette machine. Je le montrerai au fur et à mesure des projets. Quand j'ai telle et telle chose à faire, je vous dirai, voilà, grâce à ça, je sais couper comme ceci, je sais couper comme cela. On sait aussi couper du métal avec. De nouveau, c'est une question de lame et d'adaptation, de vitesse, etc. D'ailleurs, concernant la vitesse, une petite vidéo va arriver sur la vitesse de coupe et la vitesse à régler sur les machines en fonction de la manière dont on utilise. Et alors, dernier outil électroportatif que peu de gens considèrent comme un outil, mais pourtant qui est indispensable dans un atelier, c'est l'aspirateur. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de catégories, etc. Je ne les maîtrise pas. Pareil, quand j'achète, je me fais conseiller, je suis menuisier, je fais ça, je fais du ponçage, je fais du défonçage, je fais ceci. Que me conseillez-vous? Et on me conseille l'aspirateur en fonction de mon travail. Donc moi, je ne vais pas vous faire une vidéo en vous expliquant oui, c'est classe M, classe C ou classe je ne sais quoi, je ne les connais même pas moi-même parce que ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est menuisier. Et donc, je me fais conseiller par les personnes qui sont professionnels de leur métier, donc les personnes qui conçoivent les escaliers, les personnes qui créent les normes, qui connaissent les normes justement concernant ces fameuses poussières. Si maintenant vous êtes intéressé par des sujets justement un petit peu plus pointus à ce sujet, moi j'ai aucun problème à faire venir des spécialistes comme je l'ai fait avec mes lames de scie circulaire et CMT, puisque comme vous le savez, Yann avait remis en cause ma manière de régler les lames. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je vérifie et donc je fais venir des fabricants pour que eux me confirme ou infirme ce que j'avance. Bon, en l'occurrence, le fabricant a confirmé que je savais régler une lame. J'ai quand même eu peur. Et donc, pour les aspirateurs, c'est pareil. C'est-à-dire que j'aimerais savoir, par exemple, si ça vous intéresse de connaître un peu les classes de poussière, pourquoi, comment, selon votre utilisation, je ferai venir Sébastien, par exemple, de chez Festool, qui nous expliquera justement un petit peu toutes ces normes et peut-être pour guider votre choix d'un aspirateur, peu importe de nouveau la marque. L'idée, ce n'est pas de mettre une marque en avant plutôt qu'une autre, c'est plutôt vous donner les armes et vous permettre de vous diriger vers ce qui correspond à ce que vous souhaitez. Donc, j'ai fait le panel de tous les outils qui me semblent minimum pour débuter en menuiserie. Maintenant, je le répète et je vous le dis, retournez et allez chez vos revendeurs locaux, allez demander conseil selon votre utilisation. Vous allez peut-être devoir acheter, je dis bien devoir, c'est par rapport à votre situation, une scie circulaire haut de gamme parce que vous l'utilisez tous les jours, mais peut-être que la personne va vous conseiller d'acheter une défonceuse à 50 € parce que vous utilisez très rarement, mais vous l'avez et donc ça va vous permettre de faire certaines choses sous table. Par exemple, des visseuses, est-ce que vous avez beaucoup de travaux à faire chez vous? Achetez directement du haut de gamme parce que vous êtes certain de les garder à vie, vous allez avoir une bonne tenue des batteries,
prix, etc., etc. Donc voilà, en termes d'outils, je ne veux pas vous aiguiller vers du haut de gamme ou du bas de gamme, c'est vraiment fonction de votre utilisation, de vos compétences aussi, parce que évidemment, il ne faut pas croire que vous avez un bon outil, que vous allez savoir l'utiliser comme quelqu'un qui a de l'or dans les mains, et comme dirait l'autre, ben, je ferai peut-être une bribe de vidéo d'un collègue, alors on va me dire ah, c'est toujours les mêmes, mais en fait il y a des gens qui sont équipés full festool et qui font n'importe quoi, comme flinguer le gabarit MFT en essayant de défoncer dans une terrasse. Bref, ben, tout ça pour vous dire que l'outillage ne fait pas la personne qui travaille. Vous pouvez être le mieux équipé du monde, si vous avez deux mains gauches, bah, voilà, vous n'arriverez toujours pas à faire du bon travail. Par contre, débuter et essayer justement de comprendre les mécanismes du bois, les mécanismes des outils, là, petit à petit, vous allez commencer à savoir faire du travail. Donc voilà pourquoi est-ce que ce n'est pas toujours indispensable d'acheter du haut de gamme, mais par contre, quand vous connaissez déjà vos capacités et que vous avez déjà une idée de ce que vous avez comme travaux à faire ou que vous souhaitez faire, c'est toujours intéressant de pouvoir s'équiper avec des bonnes machines. Alors vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé de Domino, je n'ai pas parlé de Zeta, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des outils qui ne sont pas indispensables. C'est du luxe, c'est des choses très appréciables parce que je suis professionnel et que je dois gagner en rendement, mais je pourrais très bien faire des assemblages avec ma défonceuse, je pourrais très bien faire des rainures avec ma scie circulaire. Je pourrais faire des rainures fausses languettes avec ma scie circulaire et faire mes assemblages de caissons de meubles. Je peux très bien mettre des vis parce que justement, je n'ai pas spécialement besoin d'avoir une finition de fou pour mon mobilier, etc. Donc ça, c'était pour tout ce qui est électroportatif. Je vais quand même juste ajouter une chose qui pour moi semble importante, c'est que si un jour vous voulez vraiment gagner en temps et en rentabilité et que vous avez les moyens évidemment, le premier outil stationnaire que vous devez vous offrir, c'est une dégauchisseuse raboteuse. Ça, c'est vraiment le minimum. Une fois que vous avez ça et ça, vous n'êtes jamais bloqué. Panoteuse, c'est du luxe. Toupie, c'est du luxe. Et pour un professionnel, c'est, je dirais bien, quasiment indispensable pour une question de rentabilité. Mais ce n'est pas indispensable en termes de réalisation. Moi, au départ, j'ai travaillé pendant 3 ans uniquement avec ce que je vous ai proposé ici. La scie à ruban, elle n'a que 5 ans. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment moyen de faire tout avec ce qui est ici. Voilà, j'espère que ces 2 petites vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires voilà, si ça vous plaît, cette idée de vous donner quelques petits défis que je vous présente avec les méthodes de réaliser et puis réaliser vous-même. Et puis je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut!